Imaginez un instant, un journaliste reconnu, Jean-Michel Apathy, affirme sans trembler que la France aurait perpétré en Algérie, je cite, des centaines d'oradours sur glane, comparant ainsi l'armée française aux nazis. Une déclaration choc, martelée avec assurance, mais qui repose sur quoi? Des raccourcis historiques, des idées reçues, des mythes répétés jusqu'à l'usure. Or, ces affirmations, aussi percutantes soient-elles, résistent-elles vraiment à l'épreuve des faits? Rien n'est moins sûr. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Revenons-en aux bases. Qu'est-ce que la colonisation? Le système colonial en Algérie, instauré par la France à partir de 1830, était un régime complexe et profondément inégalitaire, marqué par une domination politique, économique et sociale des colons européens sur les populations indigènes. Ce système reposait sur une série de structures et de pratiques qui visaient à exploiter les ressources du pays et à maintenir l'ordre colonial, souvent au détriment des droits, des intérêts des Algériens. D'un côté, le système colonial a imposé des inégalités flagrantes. Les colons français bénéficiaient de privilèges économiques et politiques, contrôlant les terres les plus fertiles et les ressources naturelles, tandis que les indigènes étaient souvent relégués à des rôles subalternes et soumis à des discriminations légales et sociales. Les lois et les institutions coloniales étaient conçues pour favoriser les intérêts des colons, souvent au détriment des populations locales. Les pratiques de répression, y compris les razzias, les enfumades et les exécutions sommaires durant la conquête, ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective algérienne. Cependant, il est essentiel de nuancer cette vision pour éviter une simplification excessive. Le système colonial n'était pas uniquement un système de répression et d'exploitation. Il a également introduit des infrastructures modernes, des systèmes éducatifs et des réformes administratives qui ont, dans une certaine mesure, contribué au développement du pays. Les familles algériennes ont pu prospérer sous la colonisation, profitant des opportunités économiques offertes par des projets agricoles et commerciaux. De plus, les structures sociales traditionnelles n'ont pas été complètement détruites. Elles ont souvent persisté et joué un rôle crucial dans la société algérienne, même sous la domination coloniale. En outre, il est important de comparer le système colonial en Algérie avec d'autres contextes historiques et géographiques. Les crises économiques et sociales que l'Algérie a connues ne sont pas uniquement le résultat de la colonisation française. Des pays voisins comme la Tunisie et le Maroc ont également souffert de crises similaires sans avoir été colonisés par la France. Ici, on parle bien de la période de la conquête, qui s'étale de 1830 à 1870. Ces comparaisons montrent que les problèmes économiques et sociaux de l'Algérie ne sont pas exclusivement liés à la colonisation française, mais plutôt à des facteurs économiques et environnementaux plus larges. En somme, le système colonial en Algérie était un régime inégalitaire, mais il faut nuancer cette vision pour comprendre pleinement ses complexités et ses impacts. Il est essentiel de reconnaître les inégalités et les injustices qu'il a engendrées, tout en prenant en compte les aspects plus nuancés et les comparaisons avec d'autres contextes historiques. Les militants anticoloniaux, dans leur zèle à dénoncer les méfaits de la colonisation française en Algérie, se rendent souvent coupables d'une instrumentalisation grossière de l'histoire. Leurs affirmations, bien que chargées d'émotions et de convictions, sont souvent des inepties totales, reposant sur une lecture biaisée et simpliste des événements historiques, comme l'a fait récemment Jean-Michel Apathy. Cette manipulation de l'histoire vise principalement à servir des intérêts politiques contemporains et à réactiver une guerre mémorielle
qui divise les Français. Les militants, qui se disent anti-coloniaux, présentent souvent la colonisation française en Algérie comme un système de répression et d'exploitation systématique où les colons français auraient systématiquement exterminé et opprimé les populations indigènes de la conquête à la décolonisation. Ils avancent des chiffres souvent exagérés et des récits de massacres sans aucune nuance, cherchant à peindre un tableau unilatéral de la période coloniale. Cependant, cette vision est non seulement réductrice, mais aussi historiquement inexacte. En réactivant constamment les blessures du passé, les militants anticoloniaux cherchent à diviser les Français en réveillant des ressentiments et des divisions mémorielles. Ils utilisent l'histoire comme un outil politique pour servir leur propre agenda, souvent au détriment de la vérité historique. Cette instrumentalisation de l'histoire ne fait que raviver les tensions et empêche une réconciliation véritable et une compréhension nuancée du passé. Les militants anticoloniaux, pour terminer, montrent également une forme de limitation intellectuelle, marquée dans leur incapacité à remettre en cause leurs propres croyances et allégations. Ils s'accrochent à des récits simplistes et manichéens, refusant de voir les nuances et les complexités de l'histoire. Cette rigidité intellectuelle les empêche de reconnaître les aspects plus nuancés de la colonisation, comme les opportunités économiques et les développements infrastructurels qui ont également eu lieu. La colonisation a aussi permis de mettre un terme aux pratiques esclavagistes sur le continent africain, par exemple. Les militants anticoloniaux, dans leur quête de justice historique, avancent souvent des allégations selon lesquelles la colonisation française en Algérie aurait été marquée par une politique d'extermination systématique des populations indigènes, allant jusqu'à comparer les méthodes coloniales à celles des nazis. Ce poncif est constamment répété et trouve ses voix au sein des grands médias français. Ces affirmations sont des inepties totales, reposant sur une lecture biaisée et simpliste des événements historiques. Les accusations de génocide systématique sont particulièrement virulentes parmi les militants anticoloniaux. Ils affirment que la France a délibérément exterminé les populations algériennes utilisant des méthodes de répression brutale et des massacres de masse, notamment pendant la conquête. Cependant, ces allégations sont largement exagérées et reposent sur des récits de massacres souvent extrapolés et des méthodes de comptage peu fiables. Par exemple, la bataille de la Macta en 1835 est souvent citée comme un exemple de la brutalité de la conquête française. Les estimations des pertes algériennes sont extrêmement variables et manquent de fiabilité. D'un côté, le général Hazan, général français, évoque 1500 morts et 2000 blessés algériens, tandis qu'une source algérienne, celle d'Ahmed Kouider Ben Ahmed, décrit les pertes comme minimes, sans fournir de chiffres précis. L'historien Daniel Lefebvre, spécialiste de l'Algérie coloniale, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer dans ce podcast, met en lumière le fait que les récits de massacres sont souvent exagérés et que les méthodes de comptage des pertes algériennes sont peu fiables en raison de la contradiction et du peu de fiabilité des sources. Il conclut que les pertes algériennes étaient bien moindres que celles avancées par les militants anticoloniaux pour la bataille de Macta. Un historien sérieux ne peut pas se baser sur ces chiffres pour construire un discours scientifique, car les sources manquent cruellement de fiabilité, avec de nombreuses contradictions quand on les compare entre elles. Il en va de même pour la prise de Constantine en 1837, qui est un autre exemple souvent cité pour illustrer la brutalité de la conquête française. Le général Saint-Arnaud écrit dans une lettre du 13 octobre 1837 qu'on ne faisait pas de prisonniers lors de la prise de Constantine. Cependant, Daniel Lefebvre conteste cette version en citant le capitaine Pélissier de Reynaud qui décrit la reddition de la ville sans mentionner d'exécution de prisonniers
ou d'extermination de sang-froid des populations. Daniel Lefebvre affirme également que les massacres et les exactions commises par les forces françaises n'étaient pas systématiques, mais plutôt des événements ponctuels et circonstanciels. Par exemple, les enfumades ou des populations algériennes réfugiées dans des grottes étaient asphyxiées par la fumée, sont souvent cités comme des preuves de la brutalité de la conquête française. L'Algérie n'est pas une colonie facile à soumettre. Le terrain accidenté, le climat et la mobilité des tribus compliquent la tâche de l'armée française. Dans cette guerre d'usure, le général Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie, met en place une stratégie de guerre totale visant à anéantir les résistants et terroriser les populations pour briser leur soutien aux insurgés. Il encourage des pratiques militaires brutales. En 1845, c'est dans ce cadre que le colonel Aimable Pélissier est envoyé contre la tribu des Ouled Riyah qui soutient Abdelkader, le grand résistant à la conquête française. Après une poursuite acharnée, cette tribu trouve refuge dans une vaste grotte naturelle du Dahra, pensant pouvoir échapper aux troupes françaises. Arrivé devant l'entrée de la grotte, Pélissier prend rapidement conscience de la situation. Les Ouled Riyah, composés d'hommes armés mais aussi de femmes, d'enfants et de vieillards, sont piégés à l'intérieur, mais disposent de vivres et d'eau pour tenir un siège. Plutôt que de lancer un assaut immédiat qui aurait provoqué la perte de plusieurs dizaines, voire centaines de soldats français, il choisit d'ouvrir des négociations. Il envoie plusieurs messagers et propose aux Ouled Riyah de se rendre en leur garantissant la vie sauve. Cependant, les négociations s'avèrent difficiles. Pendant plusieurs heures, les discussions s'enlisent. Les soldats français, impatients, subissent le climat éprouvant de la région et la pression du commandement, qui les incite à exterminer tout le monde. Pélissier sait qu'il ne peut pas rester indéfiniment dans cette position. Il envoie un dernier ultimatum. Si vous ne sortez pas immédiatement, vous périrez tous. Face au silence des Ouled Riyah, il décide alors d'agir. Dans la nuit du 26 juin, Pélissier donne l'ordre fatal. Ses hommes allument de gigantesques feux à l'entrée de la grotte, y brûlant des broussailles, du bois vert et même du soufre pour générer une fumée épaisse et toxique. L'objectif est clair, forcer les réfugiés à sortir ou les asphyxier à l'intérieur. À l'aube, l'horreur se dévoile. Aucune résistance ne s'est manifestée. Lorsqu'ils pénètrent enfin dans la grotte, les soldats français découvrent un spectacle macabre. Des centaines de cadavres jonchent le sol, leurs visages figés dans une expression de souffrance. L'action provoque la mort de plus de 500 personnes, entre 500 et 700 personnes. Quand Robert, maréchal de France, décrit l'enfumade des Ouled Riyah, réfugiés dans la grotte du Dahra en 1845, il explique que cette action était une nécessité militaire contextuelle plutôt qu'une extermination systématique et programmée à l'avance. L'enfumage du Dahra suscite des réactions contrastées en France. D'un côté, certains officiers, des journalistes, des députés dénoncent une méthode inhumaine, proche de la barbarie, qu'ils attribuent eux-mêmes à des comportements de peuples sauvages. Mais le général Bugeaud, lui, défend pleinement l'action de Pélissier, arguant qu'il s'agissait de la seule solution pour écraser la rébellion et imposer la domination française, c'est-à-dire ce qu'on lui demandait de faire. Abdelkader va utiliser ce massacre pour mobiliser encore plus de combattants contre la France, et cela va fonctionner. La guerre se poursuit avec une intensité redoublée suite à ces événements qui ont eu lieu donc en 1845, 15 ans après le début de la conquête. Ce témoignage montre bien que l'événement ait été tragique et très cruel,
Il n'était pas une pratique systématique de la conquête française, mais plutôt une action ponctuelle, dictée par des nécessités militaires. Quand Robert souligne que l'enfumade a été utilisée comme une dernière ressource, après des tentatives de négociation infructueuses, ce qui contredit bien l'idée d'une politique d'extermination systématique. Au niveau global, sur la totalité de la guerre de conquête, on trouve 3 enfumades dont les sources sont unanimes et 2 autres potentielles. Sur une conquête qui dura 40 ans, on ne peut pas dire que les enfumades étaient un principe systématique et un processus d'extermination. Cela a concerné jusqu'à un peu plus d'1 millier, voire 2 milliers de personnes pour la totalité de ces massacres. Le massacre de la grotte de Dara en 1845, dont on a décrit les événements, bien que d'une extrême violence, ne peut être assimilé à l'entreprise d'extermination systématique menée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Si ces 2 événements relèvent de l'histoire des massacres de masse, ils diffèrent fondamentalement par leur contexte, leurs objectifs, leur échelle, leur nature et leur idéologie sous-jacente. L'enfumage de Dara s'inscrit dans un cadre colonial, où la France mène une guerre de conquête contre des tribus algériennes qui résistent et refusent de se soumettre. L'objectif premier de l'armée française n'est pas de détruire ces populations en tant que telles, mais simplement de briser leur résistance et d'imposer la domination française donc par la force et par la terreur. Il s'agit d'un acte militaire brutal visant à forcer la soumission par des moyens d'une extrême cruauté. En revanche, le génocide perpétré par les nazis répond à un projet idéologique de destruction totale. La solution finale, planifiée par Hitler et mise en œuvre à partir de 1942, avait pour but d'éliminer complètement les Juifs de toute l'Europe, ainsi que d'autres groupes considérés comme inférieurs selon la doctrine raciale nazie, les Roms, les Slaves, les handicapés, etc. Il ne s'agit pas d'un acte de guerre visant à écraser une rébellion, ici dans le cadre nazi, mais bien d'un programme systématique d'extermination fondé sur une idéologie raciste et eugéniste, ce que n'était pas le projet colonial, surtout en 1845. L'enfumage du Dara a provoqué donc la mort de 500 jusqu'à 700 à 1000 personnes. Un chiffre tragique qui témoigne de la brutalité coloniale, mais qui reste un massacre localisé. Il ne s'agit pas d'une politique généralisée visant à anéantir toute une population. À l'inverse, le génocide nazi a conduit à la mort de 6 millions de juifs et de plusieurs millions d'autres victimes. Ce processus ne s'est pas déroulé en un seul endroit ou sur un seul épisode de violence, mais sur toute l'Europe occupée, à travers un système industriel d'extermination organisé dans des camps comme Auschwitz, Treblinka ou Sobibor. Le caractère planifié, coordonné et méthodique du génocide lui confère une dimension unique dans l'histoire des crimes contre l'humanité. Si l'enfumage du Dara est un acte d'une extrême cruauté, il répond à une logique de guerre coloniale, où l'armée française cherche avant tout à écraser une rébellion. Il ne s'agit pas d'un plan d'éradication totale des Algériens. Après le massacre, les survivants de la tribu des Ouled Ria continuent d'exister et d'être soumis au régime colonial français. Le génocide nazi, lui, repose sur une destruction totale et organisée. Les Juifs d'Europe sont traqués, arrêtés, déportés, puis assassinés dans des camps de concentration et d'extermination. Cette politique repose sur une logistique implacable, visant à effacer toute trace de leur existence. Contrairement aux Algériens, qui bien que dominés et réprimés, ne sont pas voués à une extermination systématique. Les Juifs n'avaient aucune issue possible. Leur simple existence était considérée comme une menace par le régime nazi. Le colonialisme français repose sur une idéologie de supériorité européenne, mais son but n'est pas de détruire totalement les populations indigènes.
Les Algériens sont dominés, spoliés, exploités, mais la France n'a pas pour projet de les éradiquer en tant que peuple. Le nazisme, en revanche, est fondé sur une idéologie de la haine raciale absolue. Il ne s'agit pas simplement de soumettre ou de réprimer, mais bien de faire disparaître les populations jugées indésirables. L'extermination des Juifs, mais aussi des Roms et des handicapés, s'inscrit dans un projet de purification ethnique où la simple appartenance à un groupe suffit à être condamné à mort. L'enfumage du Dara a été longtemps minimisé par l'histoire coloniale française, avant d'être aujourd'hui reconnu comme un crime de guerre et un acte de terreur militaire. Il s'intègre dans une histoire plus large des exactions coloniales, mais n'a jamais été traité juridiquement comme un crime contre l'humanité. Le génocide nazi, lui, a fait l'objet d'une condamnation mondiale. Lors du tribunal de Nuremberg, les responsables du Troisième Reich ont été jugés et condamnés pour crime contre l'humanité, une notion juridique créée spécifiquement pour qualifier l'horreur du génocide. Aujourd'hui, la Shoah est un crime imprescriptible, enseigné, étudié et reconnu comme un événement unique par son ampleur et son organisation. Donc pour conclure, si l'enfumage du Dara illustre la violence extrême de la colonisation française, il ne peut être comparé à l'extermination systématique menée par les nazis. La différence d'intention, d'échelle, de méthode et d'idéologie est fondamentale. Dans un cas, il s'agit d'un massacre colonial visant à réprimer une rébellion, une résistance. Dans l'autre, un génocide méthodique et planifié, destiné à faire disparaître un peuple entier. Assimiler ces deux événements reviendrait à nier les spécificités du crime nazi, tout en banalisant la singularité du génocide, un des crimes les plus abominables de l'histoire de l'humanité. Si les nazis ont cherché un modèle pour exterminer une population minoritaire tout en dissimulant et en niant le crime, ils n'avaient qu'à se pencher sur le génocide arméno-syriaque orchestré par l'Empire ottoman. De 1882 à 1918, les conseillers militaires allemands Colmar von der Goltz et Otto von Feldmann co-dirigeaient et épaulaient l'armée ottomane pendant la Première Guerre mondiale. Les razzias, les opérations de pillage et de destruction menées par les forces françaises contre les tribus algériennes sont un autre exemple souvent cité. En 1841, le général Lamoricière utilise les razzias dans son commandement d'Oran pour pallier les déficiences de l'intendance et soumettre les tribus insoumises. Les razzias n'étaient pas systématiques et elles cessaient souvent dès que les tribus faisaient leur soumission. Il conteste l'idée que les razzias étaient une pratique courante et généralisée de la conquête. Elles étaient utilisées dans des contextes précis, dans le but de soumettre et non pas d'exterminer. De plus, les Français ne sont pas les seuls à utiliser ces méthodes. Les tribus algériennes le faisaient aussi entre elles. Prenons un exemple précis. Abdelkader, le leader charismatique de la résistance algérienne durant la conquête, n'était pas seulement un symbole de lutte contre la colonisation française, mais aussi un stratège impitoyable dans sa quête de pouvoir et de contrôle sur les tribus algériennes. Contrairement à l'image idéalisée que certains militants anticoloniaux tentent de lui attribuer, Abdelkader a utilisé des méthodes de répression brutales contre les tribus rétives à son autorité. Des méthodes plus ou moins similaires à celles de l'armée française. Les razzias, ces opérations de pillage et de destruction, étaient monnaie courante sous son commandement. Il n'hésitait pas à user de la violence la plus extrême pour soumettre les tribus qui osaient défier son autorité, ce qui explique pourquoi une partie d'entre elles ont soutenu les Français. Les récits de ces campagnes sont parsemés de descriptions de villages incendiés, de récoltes dévastées et de populations décimées. Ces pratiques, loin d'être exclusives aux forces coloniales françaises, montrent qu'Abdelkader était prêt à utiliser des méthodes extrêmement violentes pour asseoir son pouvoir, y compris à recourir à des méthodes de répression qui ne le cédaient en rien à celles des Français.
Les pratiques de torture et de violence n'étaient pas l'apanage des seules forces coloniales. Tout cela contredit ainsi l'idée simpliste d'une opposition manichéenne entre des colons français cruellement oppressifs et des résistants algériens exclusivement vertueux. Pour mieux comprendre la nature des violences en ce milieu du XIXe siècle, il faut recontextualiser les événements à partir des pratiques militaires de l'époque. Bien entendu, comme nous l'avons dit, les comparaisons avec le nazisme sont complètement farfelues. Les soldats et les officiers qui participent à la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1870 sont des hommes qui, pour le début de la conquête, ont été formés pour une grande partie d'entre eux dans l'armée napoléonienne. Les méthodes utilisées sont plus ou moins similaires au massacre du Palatinat, donc qui a eu lieu entre 1688 et 1690. Donc le Palatinat, une région allemande, où Louis XIV ordonna la destruction des villages et des cultures du Palatinat pour affaiblir les populations locales, avec de très nombreux massacres. Cela montre que les pratiques de destruction et de répression n'étaient pas uniques à la colonisation, et qu'il n'y avait pas de violence spécifique sur les populations africaines. De même, la répression de la révolte vendéenne, par exemple, entre 1793 et 1794 par les forces républicaines françaises, inclut des massacres de civils, hommes, femmes, enfants, et des destructions de villages, soulignant que les pratiques de violence et de répression n'étaient pas uniques à la colonisation, mais bien pratiquées dans de nombreux conflits de l'époque, y compris en France contre les Français. Elles étaient même parfois bien pires en Europe. Les Français n'ont jamais confectionné de tanneries alimentées par de la peau humaine pour concevoir des pièces en cuir en Algérie, contrairement à l'épisode vendéen sous la Révolution. Autre exemple, la conquête de l'Espagne par Napoléon, entre 1808 et 1814, est un autre exemple où les forces napoléoniennes utilisent des méthodes de répression brutales pour soumettre les populations espagnoles. Le siège de Saragosse par les forces napoléoniennes se solde par la mort de 60 000 Espagnols. C'est véritablement considérable. On est très loin des 500 à 800 morts, par exemple, lors de l'enfumade des grottes de Dara, dont un grand nombre de civils. Les méthodes utilisées en Espagne, comparées avec celles utilisées en Algérie, soulignent que les pratiques de violence et de répression n'étaient pas uniques à la colonisation. Enfin, la France a également apporté une aide significative aux populations algériennes pendant les périodes de crise, contredisant l'idée d'une politique d'extermination systématique. Par exemple, pendant la crise de 1866-1869, l'Algérie subit une série de crises économiques et environnementales, incluant des sécheresses, des invasions de sauterelles et des épidémies. Napoléon III ordonne l'envoi de secours et de vivres pour aider les populations algériennes. En 1868, l'Algérie achète 15 fois plus de blé à l'extérieur que 3 ans auparavant, principalement en provenance de la métropole française et de l'Espagne. Daniel Lefebvre souligne que cette aide contredit l'idée d'une politique d'extermination systématique. Il affirme que la France a cherché à atténuer les souffrances des populations algériennes pendant les périodes de crise. De plus, ces crises et ces famines n'étaient pas provoquées par le colonisateur. En Tunisie, non colonisée par la France, entre 1818 et 1820, la peste a emporté peut-être le quart de la population tunisienne. Le choléra a également frappé l'Algérie à plusieurs reprises, en 1836, entre 1848 et 1849, mais aussi en 1856, causant des pertes humaines considérables. L'année agricole, entre 1849 et 1850, a été particulièrement mauvaise, entraînant une famine généralisée. Les gens ont mangé des charognes, des cadavres et des herbes pour survivre. Idem pour le Maroc. Donc si c'est le cas aussi au Maroc, c'est que cette crise a aussi des raisons qui sont externes à la conquête et à la colonisation.
Pour revenir sur la période spécifique du Second Empire, on peut affirmer que Napoléon III avait une vision singulière et atypique de la colonisation de l'Algérie, bien différente de celle des républicains universalistes ou des colons favorables à une assimilation stricte de la population indigène. Contrairement à l'idée d'une colonisation visant à imposer un modèle unique au peuple conquis, il voulait établir un empire biculturel dans lequel il serait non seulement l'empereur des Français, mais aussi des Arabes. L'universalisme républicain, hérité de la Révolution française, considérait que toutes les populations conquises devaient être assimilées au modèle français, c'est-à-dire abandonner leur culture et leurs institutions pour adopter celle de la métropole. Napoléon III, en revanche, refusait cette vision uniformisatrice et considérait que les Arabes devaient conserver leur identité, leur organisation sociale et leurs traditions. Il déclarait ainsi : « L'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection. » Il ne voyait donc pas l'Algérie comme une simple extension de la France, mais comme une entité distincte, intégrée à un ensemble impérial plus vaste. Et pour rappel, Napoléon III, c'est une grande partie de la période de conquête, à peu près une vingtaine d'années de conquête. Napoléon III rêvait d'un empire franco-arabe où Français et Arabes cohabiteraient dans un équilibre respectueux. Il s'opposait fermement aux colons européens qui souhaitaient s'accaparer les terres des indigènes et imposer leur domination totale. En 1863, il signe un Senatus Consulte qui reconnaît aux tribus arabes la propriété collective de leurs terres, cherchant à les protéger contre l'avidité des colons. Il réaffirme cette volonté dans une lettre célèbre publiée en 1865. « Je suis autant l'empereur des Arabes que des Français. » Cet engagement se traduit aussi par des gestes symboliques. Il adopte une tenue orientale lors de ses visites en Algérie et s'entoure de conseillers favorables à la reconnaissance des droits des indigènes. Malgré ses intentions, la vision de Napoléon III se heurte à l'opposition des colons européens et de l'administration française sur place. Ces derniers rejettent l'idée d'un statut spécifique pour les indigènes. Ils refusent de les considérer comme des citoyens à part entière et cherchent à intensifier la colonisation des terres. Le second Senatus Consulte de 1865, qui permet aux musulmans d'Algérie de devenir citoyens français s'ils renoncent à leur statut personnel musulman, montre ici quand même la contradiction de sa politique. En théorie, il offre un accès à la citoyenneté, mais en pratique, peu d'Algériens acceptent de renoncer à leur identité religieuse et juridique. On voit une sorte de rupture à la fin de son règne où il vient en fait à contredire en partie ce qu'il pensait. Napoléon III voulait une colonisation respectueuse où il serait un souverain garant des droits de deux peuples vivant ensemble sous un même empire. Il ne cherchait ni à assimiler ni à exterminer, mais à instaurer un équilibre. Cependant, son projet d'empire franco-arabe est vite abandonné après sa chute en 1870. La Troisième République, qui lui succède, adopte une politique radicalement différente, fondée sur la spoliation des terres des indigènes et l'imposition de la culture française. En imposant un modèle unique fondé sur les principes abstraits de la République, la France refuse aux Arabes le droit d'exister en tant que peuple distinct. Napoléon III, avec son projet d'empire franco-arabe, reconnaissait cette diversité et cherchait un équilibre. Mais la République, au nom de l'universalisme et des droits de l'homme, ne laisse qu'un choix binaire aux indigènes. Soit renoncer à leur culture et leur identité pour devenir de vrais Français, ce que peu acceptent, ou alors rester en dehors du système et subir un régime d'infériorité permanente. Cet universalisme, qui se veut émancipateur, devient donc un mécanisme d'oppression. Sous prétexte de faire des Algériens des citoyens comme les autres, il les exclut de fait en rendant impossible toute reconnaissance de leur particularité. Pour conclure sur la question de l'extermination, parlons démographie. En 1830, la population de l'Algérie était de 2,5 à 3 millions d'habitants.
Elle descend à 1 million de personnes entre 1866 et 1868, année des très grandes famines qui touchent tout le Maghreb, y compris les territoires non colonisés comme le Maroc, la Tunisie et la Libye. Cette baisse démographique ne peut donc être imputée uniquement à la conquête française, même si elle a pu accentuer localement le nombre de victimes à cause de la désorganisation des flux et de la production alimentaire. Cependant, une fois ces crises sanitaires et alimentaires passées, l'Algérie connaît un fort regain démographique en passant à 4,7 millions d'habitants, un drôle de chiffre pour une soi-disant extermination. Un autre argument avancé est le suivant. La colonisation serait une entreprise de rapine, où la France a exploité les ressources et la main-d'œuvre algérienne pour son propre bénéfice. Les colonies auraient fourni à la France les matières premières nécessaires à son économie, ainsi que des placements rentables pour ses capitaux. Alors, qu'en est-il? Daniel Lefebvre démonte avec rigueur l'idée reçue selon laquelle la colonisation française en Algérie aurait été un pillage systématique des ressources locales au profit de l'économie métropolitaine. En s'appuyant sur des statistiques précises et des exemples concrets, il montre que les colonies n'ont jamais véritablement répondu aux besoins économiques de la France et que les projets ambitieux visant à exploiter les richesses locales se sont souvent soldés par des échecs retentissants, ruinant ainsi les investisseurs métropolitains et indigènes. Lefebvre commence par souligner que les importations de matières premières en provenance des colonies étaient négligeables. Par exemple, la France, dépendante du charbon pour son énergie, n'a jamais pu compter sur ses colonies pour approvisionner ses besoins. En 1885, les importations de charbon des colonies étaient insignifiantes et la France continuait de dépendre massivement de ses voisins européens, comme la Grande-Bretagne, la Belgique ou l'Allemagne. Paradoxalement, les colonies elles-mêmes étaient déficitaires en charbon et devaient importer cette ressource, ce qui renforçait la dépendance énergétique de la France vis-à-vis de ses fournisseurs européens. Le cas du coton est encore plus révélateur. La France espérait transformer l'Algérie en un vaste champ de coton pour réduire sa dépendance aux importations américaines. Cependant, les tentatives de culture du coton en Algérie se sont révélées décevantes. En 1837, les premières expériences n'ont produit que 19 tonnes de coton, et même en 1856, la production n'atteignait que 93 tonnes, une quantité insignifiante par rapport aux besoins de l'industrie textile française. La guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865 a temporairement stimulé la production algérienne en raison de la flambée des prix du coton, mais la victoire de l'Union a mis fin à cette opportunité éphémère. Lefebvre conclut que les projets cotonniers en Algérie ont échoué malgré les investissements considérables, montrant que les espoirs de transformer le pays en un producteur majeur étaient irréalistes. L'échec des projets cotonniers ne se limite pas à l'Algérie. En 1865, un projet pharaonique visait à concéder 25 000 hectares à une compagnie anglaise pour cultiver du coton dans la plaine de l'Abra et de la Mecta près d'Oran. Cependant, ce projet a échoué en raison de la baisse des prix du coton après la fin de la guerre de sécession et de la suppression des aides publiques par le gouvernement français. Lefebvre souligne que ce projet, comme beaucoup d'autres, a été un échec coûteux, illustrant l'irréalisme des espoirs placés dans la colonisation. Un autre exemple frappant est celui du projet du delta du Niger, lancé en 1929, donc plus tard. Ce projet ambitieux prévoyait la régularisation du fleuve Niger par la construction d'un barrage pour irriguer près d'1 million d'hectares et cultiver du coton. Cependant, en 1939, 10 ans plus tard, seulement 1% des terres étaient irriguées. Et en 1960, après l'achèvement du barrage de Saint-Sanding, le programme n'était réalisé qu'à hauteur de 5%. Ce projet a englouti environ 22 milliards de francs CFA de fonds publics d'origine métropolitaine, sans apporter les résultats escomptés. Daniel Lefebvre conclut que les projets cotonniers au Soudan français ont été des échecs coûteux,
démontrant que la colonisation n'a pas été le moteur économique que certains imaginaient. Sur la question des salaires et de l'exploitation, qui est souvent mise en avant aussi, il faut nuancer l'idée selon laquelle tous les travailleurs coloniaux étaient soumis à une exploitation effroyable. Les salaires des travailleurs coloniaux, bien que modestes, étaient parfois comparables à ceux des travailleurs métropolitains dans des secteurs similaires. Par exemple, les salaires des ouvriers agricoles en Algérie étaient souvent alignés sur ceux des ouvriers agricoles en France. Et dans certains cas, les travailleurs coloniaux bénéficiaient même de primes ou d'avantages spécifiques comme des rations alimentaires ou des logements fournis par les employeurs. Enfin, Daniel Lefebvre conteste l'idée que les travailleurs coloniaux étaient systématiquement sous-payés. Il rappelle que les salaires étaient souvent fixés en fonction des coûts de la vie locale, le coût de la vie était bien plus faible dans les colonies, et que, dans certains cas, les travailleurs coloniaux pouvaient même économiser une partie de leurs revenus, ce qui leur permettait ensuite d'améliorer leurs conditions de vie ou de soutenir leur famille. Par exemple, les travailleurs des plantations de café en Afrique de l'Ouest recevaient des salaires qui, bien que modestes, leur permettaient de subvenir à leurs besoins et de participer à l'économie locale. Cela nuance l'idée tout à fait réelle que de nombreux indigènes devaient se soumettre au travail forcé dans des conditions extrêmement difficiles et pénibles. Chaque contexte et situation est différente. Cela montre la grande complexité et la grande diversité des situations au sein des sociétés coloniales. Ainsi, il est vraiment difficile de généraliser. Il faut faire un travail extrêmement précis de recherche pour comprendre quelles étaient les dynamiques, quels étaient les rapports salariaux, économiques au sein des différentes colonies, au sein des différentes régions, au sein des différents secteurs. Il est vraiment compliqué de généraliser, de faire une analyse complètement générale. Daniel Lefebvre réfute l'idée d'une discrimination systématique des indigènes algériens sous la colonisation française en s'appuyant sur des exemples précis et détaillés. Il met en avant 3 arguments principaux pour étayer sa thèse. Premier argument, l'accès aux droits et opportunités économiques. Deuxième, la continuité des structures sociales traditionnelles. Et troisièmement, les opportunités économiques offertes aux indigènes. À propos des opportunités économiques, Lefebvre soutient que les indigènes algériens avaient accès à des droits et à des opportunités économiques sous la colonisation française. Il évoque également, par exemple, la famille des Ben Ghana qui a investi dans des projets agricoles et commerciaux profitant des opportunités économiques offertes par la colonisation et ce qui lui a permis en fait à cette famille de maintenir son influence sociale sur son territoire d'influence. Il met en avant aussi les opportunités économiques pour les indigènes, comme le projet agricole de la Mitidja, où des familles algériennes ont investi et cultivé des produits agricoles participant au développement économique de la région, qui était à l'époque complètement sous-exploitée. Le projet commercial de la Médina d'Alger était aussi un exemple d'opportunité. En effet, des familles algériennes y ont ouvert des commerces très prospères, enrichissant de nombreuses familles indigènes, profitant ainsi du développement économique local. Ainsi, dans les parcours des différentes familles, des différents individus, on a en effet des individus qui vivent des conditions de travail, des conditions de vie qui sont complètement horribles, et de l'autre, on a aussi, alors dans une beaucoup moindre mesure en effet, mais des familles qui profitent de cette situation, qui font des investissements et qui renforcent même leur domination sociale et politique sur leur territoire. Daniel Lefebvre utilise également des exemples de continuité de pratiques culturelles et sociales, comme les pratiques agricoles traditionnelles et le rôle des confréries religieuses pour montrer que les structures sociales traditionnelles n'ont pas été complètement détruites par la colonisation. On peut trouver la continuité des structures sociales algériennes en citant l'exemple de la Kabylie, qui a accueilli et soulagé les Algériens réfugiés pendant la crise de 1866 à 1869, où, comme on l'a dit précédemment, il y a eu de très très importantes famines.
Grâce à ces structures sociales traditionnelles efficaces et du rôle joué par les caïds, les chefs locaux, eh bien, cela montre que les caïds, les structures locales, les structures traditionnelles, étaient toujours existantes. Elles ont joué un rôle et elles ont permis de tisser du lien social et de faire exister la culture arabe, algérienne à cet endroit. Alors, pour conclure ce podcast, on va se poser la question suivante. Pourquoi est-ce complètement absurde de se repentir de la colonisation? Se repentir de la colonisation est une idée non seulement absurde, mais aussi profondément contre-productive et dangereuse. Voici pourquoi. Il est complètement illogique de demander aux contemporains d'aujourd'hui de se repentir pour des actes commis par leurs ancêtres. Les générations actuelles n'ont pas colonisé ni commis de crimes ou de massacres. Elles n'ont pas à payer pour ce que leurs ancêtres ont fait. La culpabilité ne se transmet pas de génération en génération. Demander aux contemporains de se repentir revient à les charger d'une responsabilité qu'ils n'ont pas et à les culpabiliser pour des actions qu'ils n'ont pas commises. Si des crimes ont été commis, c'est uniquement aux responsables et à ceux qui les ont commis de payer. C'est comme ça que fonctionne une justice démocratique basée sur des principes solides et fermes. Condamner des gens pour des crimes ou des faits qu'ils n'ont pas commis, c'est vouloir imposer une justice totalitaire et partiale, reniant les principes fondamentaux de la justice établie depuis des siècles en Europe. La colonisation n'est pas un phénomène unique à l'Europe. Tout au long de l'histoire, chaque civilisation développée a conquis des territoires et construit des empires. Les Mongols, les Turcs, les Arabes, les Japonais, les Chinois, les Aztèques et bien d'autres ont tous étendu leur influence et leur pouvoir par la conquête. La colonisation est une manifestation de la puissance et de l'ambition humaine, et elle n'est pas spécifique à une ethnie ou à une culture. Vouloir se repentir de la colonisation revient à nier cette réalité historique et à singulariser l'Europe de manière injuste au regard de l'histoire et du temps long. Et oui, l'histoire ne commence pas au XIXe siècle, mais au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, n'en déplaise aux falsificateurs de l'histoire. La repentance est souvent utilisée comme un cheval de Troie pour affaiblir moralement les Européens et servir des agendas politiques étrangers aux intérêts de la France. En culpabilisant les Européens pour des actions commises par leurs ancêtres, on les affaiblit moralement et on les rend plus vulnérables aux manipulations politiques. La repentance devient ainsi un outil pour diviser les sociétés européennes et pour servir des intérêts qui ne sont pas nécessairement alignés avec ceux de la France. C'est une sorte d'ingérence morale. Pour combattre fermement la repentance, il est essentiel de faire de l'histoire et de développer l'esprit critique basé sur une analyse sans a priori et sans but politique. Il faut comprendre les complexités et les nuances de l'histoire coloniale sans tomber dans les simplifications et les manipulations. Il faut reconnaître les inégalités et les injustices du passé tout en évitant de les utiliser comme des outils pour diviser et affaiblir les sociétés contemporaines. En développant une compréhension nuancée et critique de l'histoire, on peut mieux comprendre les défis actuels et travailler ensemble pour un avenir plus juste et plus équitable. C'est le pari de l'intelligence. Merci d'avoir écouté l'épisode. Votre soutien est essentiel pour moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Retrouvez-moi également sur YouTube et suivez le compte Instagram Histoire sans complexe pour plus de contenu exclusif. Et n'oubliez pas de nous laisser une note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour nous aider à grandir. Merci encore et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.